Salut et bienvenue sur le podcast de la Milonga. Je m'appelle Raphaël et je vais à la rencontre d'acteurs qui font bouger le monde du tango. À travers ces échanges, mon objectif est de mieux comprendre cet univers, acquérir des clés pour progresser et aussi pour m'inspirer pour faire évoluer ma danse. Alors si vous aussi vous voulez en apprendre plus sur le tango, eh bien je vous propose de venir avec moi pour rencontrer ces danseurs. Bonne écoute! Ok, je lance l'enregistrement. Et donc, merci beaucoup Fred d'avoir accepté l'invitation. Je t'en prie, Ou Raphaël. plutôt Frédéric de la Casa. Merci. Fred de la Casa. Merci. C'est important pour moi de t'avoir sur le podcast parce que, comme je disais dans le précédent épisode avec Alejandro, que tu connais d'ailleurs, Oui, bien sûr. le tango c'est un environnement vaste, même certains diraient un environnement complexe où il y a beaucoup d'acteurs à l'intérieur avec des danseurs. Mais pas que, il y a aussi des vidéastes photographes avec par exemple Alejandro, il y a aussi des musiciens, il y a des DJ et d'autres que j'oublie, mais il y a aussi des organisateurs. Il en faut parce que pour que les danseurs puissent se retrouver pour s'exprimer et surtout pour danser, il faut des lieux. Tout à fait. Et toi, tu en possèdes un. Exactement. Que j'ai monté il y a 20 ans. Et comment il s'appelle ce lieu ? La Casa del Tango, dans le 19e. Et on se retrouve du coup aujourd'hui pour parler de ce lieu parce que je trouve ça aussi important de revenir en fait sur des lieux qui sont importants, là spécifiquement à Paris parce qu'on est à Paris, mais aussi de voir où allaient les danseurs en fait pour danser tout simplement. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Et c'est un plaisir de t'y accueillir. Merci, c'est un super lieu en plus. Merci. Donc ça va fêter ses 20 ans C'est cette année. 20 ans cette année exactement. Et donc moi pendant cet entretien avec toi, j'ai envie de voir pourquoi du coup tu as créé ce lieu, qu'est-ce qui t'a amené à créer ce lieu, parce que j'ai vu qu'auparavant tu bossais pas du tout dans ce domaine-là. Exactement. J'ai envie de parler aussi du coup de l'histoire de la Casa del Tango, qu'est-ce que tu as vécu pendant toutes ces années, ou encore sans doute aussi de l'évolution des Milonga. Parce que sans doute que toi tu as dû voir une évolution dans cette chose-là. De la communauté, des danseurs en quantitatif mais aussi de toi. Ouais. Pourquoi tu t'es mis dans le tango et qu'est-ce que ça t'apporte ? On en a parlé un petit peu en off avant, mais on va pouvoir l'évoquer plus en profondeur là. Avec plaisir. Allons-y. Alors, on y va. On y va. Donc j'ai envie de te demander tout simplement pourquoi, comment c'était venu en fait de créer la Casa del Tango ? Alors très simplement et en même temps de manière un peu évidente, ma naissance, en tout cas dans le tango, je la date très précisément puisque c'est le 2 janvier 98 où j'ai découvert mon premier tango au Latina à l'époque, qui était un petit peu le seul lieu de tango dans lequel tout le monde se retrouvait. N'étant, comme tu dis, pas du tout du milieu de la danse, j'accompagnais quelqu'un qui connaissait un couple d'amis, je lui dis ok, je t'accompagne. Et la piste du Latina est au-dessus des escaliers. Et quand j'ai monté les escaliers, j'ai vu un bal tango. Et là, déjà, j'étais scotchée. C'est-à-dire, je ne comprenais pas ce que je voyais. Et en même temps, ça me fascinait. De voir la concentration, le bal qui tourne, les gens qui sont très, très intériorisés. Et en même temps, dès que la musique s'arrête, tu as le sourire radieux qui vient sur tous les visages. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? Et comment ça marche ? Je ne comprenais pas ce que je voyais. Et ça me fascinait. Et en plus, la musique que j'aimais déjà avant de danser, mais sans y mettre une danse dessus, parce que j'écoutais du Piazzolla, j'ai connu la fin du Trotteur de Buenos Aires même. Bref, tout ça, j'ai été complètement absorbée par cette ambiance-là, sans vraiment comprendre ce que je voyais. Mais tu ne dansais pas encore. Et je ne dansais pas encore. Et donc, je rencontre ce couple par l'intermédiaire de mon ami. Et le monsieur me dit, viens, je t'invite. On danse. Je dis, mais moi, je ne sais rien, je ne sais pas comment ça marche. Je dis, c'est pas grave, tu écoutes la musique, tu fermes les yeux, tu me suis. Je dis, ok. Et j'ai dansé vraiment mon premier tango ce soir-là. Au Latina. Au Latina, le 2 janvier 98. Et... T'avais fait d'autres danses avant ? Pas du tout, rien du tout, rien. Donc tu n'as pas du tout un pied dans Rien du tout. Et j'ai vraiment ressenti quelque chose, alors ça paraît peut-être mystique ou complètement hors propos, mais j'ai vraiment senti que dans une vie antérieure, j'étais danseuse de tango au début du siècle, dans les salons parisiens. Parce que j'ai vécu vraiment ce tango, alors je ne me souviens plus comment il était, il faudra demander à mon partenaire comment j'étais, mais en tout cas, j'ai senti ma place, en fait, à travers ce premier tango complètement intense et d'une reconnaissance presque corporelle. C'est une sorte de révélation ?
C'est comme si, voilà, j'avais trouvé ma place, en fait, tout simplement. Je savais ce qu'il fallait faire sans savoir pourquoi. Je savais écouter. Alors, honnêtement, je ne sais plus. Il faudra vraiment demander à mon partenaire. Comment il s'appelle? C'était Jean-Louis Scherer, que je connais. Et Ok, on bonjour, discute, bonjour à Jean-Louis. voilà, on discute toujours ensemble et on rigole toujours. Et le ton de la plaisanterie, c'est surtout parce que ça a été le premier partenaire qui m'a fait danser. Même lui, il était étonné, non? Donc, du coup, dès que ton premier tango, en fait, c'était tout de suite. Je pense, je ne sais plus, Ouais. il faudrait Ok. que je revoie avec lui. Mais en tout cas, ça a été vraiment une révélation. Et en me disant, mais très vite, hein, c'est-à-dire, mon premier tango, c'est le 2 janvier. Le 5 janvier, j'étais en train de me positionner en tant que danseuse, bien évidemment. Donc, j'ai très vite dansé, beaucoup voyagé. C'est-à-dire qu'on rentre dans un univers en parallèle de ma vie sociale, active, professionnelle que j'avais à l'époque. Je gérais 5 boutiques de prêt-à-porter, donc rien à voir avec la danse. C'était quoi comme boutique? C'était du prêt-à-porter Ok. féminin. D'accord. Il y avait plein de noms différents. Il y avait plusieurs boutiques. Donc avec un métier assez intense, assez physique, avec beaucoup de responsabilités. Je découvre le tango et en fait la place se fait toute seule, c'est-à-dire que je ne me pose pas la question, je mène une double vie presque pendant 2 ans où j'ai mon travail, mon métier et puis la vie principalement nocturne puisque le tango c'est souvent le soir et où je danse jusqu'à 3h du matin tous les soirs. Je commence à voyager assez vite à Berlin, à Nimègue, voilà, j'essaie de danser le plus possible. Toute seule ou avec un partenaire? Alors, toute seule au départ, et puis très vite. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, je te parle de ça, donc en 98, hein, il y avait beaucoup moins de danseurs qu'aujourd'hui. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir toujours un partenaire de danse régulier pendant longtemps. Ok. Donc, on se donnait certes rendez-vous, on dansait beaucoup ensemble, mais en même temps, il y avait la sociabilité du bal. Et vu qu'on était une petite poignée quand même, on se retrouvait tous au Latina. Il y avait 2 lieux quoi, à l'époque de tango. Donc, on se connaissait tous. Donc, il y avait vraiment une diversité et puis une circulation très saine, très facile, très fluide entre nous, même si j'avais un partenaire un peu particulier avec lequel je dansais beaucoup, je travaillais beaucoup. Enfin, je travaillais beaucoup en bal, je dansais beaucoup. Moi, je suis une danseuse de bal. Je ne suis pas du tout une danseuse de travail. C'est-à-dire? Voilà. C'est-à-dire que pour moi, le tango, c'est un plaisir, c'est un peu ma bulle d'oxygène, mais je n'ai pas envie de travailler le tango. Je n'ai jamais eu envie vraiment de travailler le tango. Donc de prendre des cours? De prendre des cours, par exemple. Donc moi, j'ai vraiment appris en bal, D'accord. en dansant tous les soirs. Et j'ai eu la chance aussi de danser avec toujours des très bons danseurs qui me poussent vers le haut. Et je danse bien parce que eux, ils dansent bien et qu'ils savent bien guider. Et donc ça booste. C'est pas non plus la meilleure école. Ouais, parce qu'à un moment, tu ressentais pas des limites techniques? Non, parce que la limite, il n'y a pas de limite dans la danse. Quand on parle de danse en bal, il n'y a pas de limite. On n'est pas là à réfléchir comment je mets mon pied, comment je vais là. C'est une connexion qui est là ou qui n'est pas là, qui est réciproque ou pas réciproque. Et voilà, c'est le moment que tu vis dans le bal. Il faut vraiment faire la différence entre le bal et la salle de cours et la salle de pratique et encore autre chose. Voilà, donc moi je suis vraiment principalement. Alors je crois que j'ai pris quelques cours les 6 premiers mois et puis très vite je me suis ennuyée. Quoi. Je n'avais pas envie de visualiser ou de comprendre ni le guidage de l'homme ni ma propre technique. Tu voulais garder une sorte pas d'abstraction, quelque chose d'abstrait ou en tout cas quelque chose d'un peu magique par rapport à ça et pas forcément l'intellectualiser? Oui, je voulais pas l'intellectualiser, je voulais le vivre. Je voulais que ça passe par le cœur, D'accord. plus que par la tête. Voilà. Et ça a toujours fonctionné. C'est pas la meilleure école non plus. Et en même temps, je suis pas danseuse professionnelle et je suis pas professeure non plus. Donc Mais est-ce que c'était vraiment ton but? non, pas du tout. Donc voilà. Pas du tout. Voilà. Et c'est pour ça. Et la transition est parfaitement choisie. Puisque justement, mon but assez rapidement. Il faut éviter de taper D'accord. parce qu'en fait, ça fait des résonances. Ah d'accord, ok. T'inquiète. La transition est tout à fait bien trouvée parce que justement, je n'étais ni danseuse ni professeur. Pour moi, c'était important de créer un lieu dans lequel on peut danser, pratiquer, apprendre, voilà, se retrouver. Et donc moi, mon objectif principal et qui est arrivé relativement vite par rapport au 2 janvier 98
était vraiment de créer un lieu dans lequel on pouvait tous partager notre passion commune, le tango argentin. Et si je reviens un petit peu en arrière, c'était pas trop difficile à gérer cette distraction entre ton travail qui te prenait beaucoup de temps et le tango? Qu'est-ce qui a fait qu'en fait, à un moment, tu t'es dit, mon travail, je l'arrête et je... Très bonne question. Je décide maintenant de danser parce qu'en même temps, je pense qu'avec ce Ouais. métier-là, tu devais Ouais, quand même ouais, tout sans à doute bien fait. gagner ta vie aussi. Tout à fait, avec la sécurité, C'est avec ça. le statut salarial. Et alors, ce qui s'est fait, en fait, c'est que je suis restée donc 10 ans en poste dans cette société. Et j'étais arrivée, donc, au bout de 8 ans, puisque pendant 2 ans, j'ai mené vraiment une double vie entre mon travail et puis mon implication grandissante dans le monde du tango, en dansant, tout Tu devais d'abord. être tellement Et puis j'ai fatiguée le commencé lendemain. Oui, non, mais non, en fait. C'était une telle énergie, c'était un tel plaisir, une telle passion que je me posais même pas la question. Je rentrais à 8 heures, je me changeais, j'allais danser jusqu'à 3 heures du matin. Le week-end, quand je partais danser à Nimègue, je revenais le lundi matin. On savait qu'il ne fallait pas parler parce que j'avais passé le week-end à danser. Mais voilà, et à C'est l'époque, où, on Nimègue? avait 30 ans, j'avais 30 ans, hein. C'est où Nimègue? Nimègue, c'est à côté de Amsterdam, c'est en Ok, Hollande. d'accord. Voilà, c'est un lieu mythique que j'adorais. Je partais tous les mois là-bas. Ok. C'est une milonga qui s'appelle El Corte. Et voilà, donc c'est magnifique. Il y a un week-end de tango par mois. Ok, donc tu avais 30 ans. Donc j'avais 30 ans aussi, et le fait que je n'étais pas mariée, je n'avais pas d'enfant, ça permet aussi cette possibilité de vivre ça pleinement, sans contingence, sans problème, sans avoir des obligations familiales. Donc c'est facile aussi. Complètement. Et donc, jusqu'à mes 8 ans de travail dans ma société, j'étais justement en train de me dire que c'était, j'étais arrivée un petit peu au bout de mes perspectives, de mes ambitions, de mes envies, tout simplement. Et j'étais dans l'optique de me dire, il est temps peut-être de changer de voie, mais sans vraiment savoir laquelle. Et à ce moment-là, je rencontre le tango. Et du coup, l'autoroute était tout à fait claire et naturellement devant moi en disant, je veux monter un lieu. Et je pense même, dans mes souvenirs, j'ai déposé le nom de la Casa del Tango en 2001, alors que j'ai ouvert en 2003. Donc j'avais vraiment une idée suffisamment précise de ce que je voulais faire. Et le nom que je voulais lui donner, que j'ai gardé donc, à l'ouverture officielle en 2003. Je trouve ça fou que tu sois prête en fait à l'époque à quitter une sorte de stabilité financière et une sécurité, plein de choses en fait. Tout à fait. Se dire parce que je sais pas si le tango même peut-être je sais pas trop mais c'est sans doute un milieu où il faut pas ça non plus s'attendre à que tu retrouves le même salaire que tu avais à l'époque. Non, c'est sûr. C'est vraiment quelque chose de passion et oui. je trouve ça formidable en fait que tu as été tellement prise par ça. Tout à fait. Ce que je peux vivre aussi quoi à travers du coup c'est pour ça que je fais le podcast et je trouve ça formidable en fait que tu aies eu cette envie-là de tout plaquer, on peut appeler ça comme ça. Ah mais complètement. Que tu plaques tout pour ce que tu aimes. Alors j'ai plaqué sciemment, avec beaucoup de réflexion et sur 2 ans. C'est-à-dire que j'ai vraiment préparé et ma sortie dans mon ancien métier et la rentrée en tant que chef d'entreprise d'un lieu culturel. C'est-à-dire j'ai suivi une formation d'administratrice de compagnie de spectacle, j'ai bossé 6 mois pour une compagnie de danse. Enfin voilà, j'ai monté le projet en 1 an et demi, j'ai fait un prêt bancaire, mais tout ça, ça fait ça intelligemment quoi. Voilà, c'est pas un coup de tête. J'ai dit tiens, j'arrête les boutiques et je vais monter la Casa del Tango et le lendemain, voilà, c'était vraiment un projet validé étape par étape. En même temps, sans vraiment savoir combien de temps ça allait me prendre, ni vraiment je savais où j'allais. Je savais ce que je voulais, mais je ne savais pas comment. En fait, c'était quand même assez abstrait. Et en fait, le mot juste, c'est le mot moteur. C'est-à-dire que quand tu as une idée et quand tu as le moteur, t'y vas. C'est-à-dire qu'il y a une expression qui dit on ne quitte pas la proie pour l'ombre. J'ai effectivement changé de vie, de statut. Je suis allée dans l'inconnu, dans l'indépendance, quelque chose auquel je croyais bien évidemment, parce que si j'y croyais pas, j'aurais jamais commencé à faire ces démarches-là. Mais en même temps, sans avoir aucune visibilité et puis certitude surtout que ça marche pas, voilà. T'as pas eu peur? Mais en même temps, bien sûr que j'ai eu peur, mais le moteur était là et il était tellement plus sain de me dire j'y vais, j'essaye, si ça marche pas, c'est pas grave. J'aurais perdu du temps, de l'argent, et puis je retrouverai un autre travail. Et voilà. Si j'y arrive, j'y vais. Aujourd'hui, 20 ans après, je suis toujours là. Mais en même temps, à l'époque, je me dis,
je ne peux pas passer à côté de ça. Je ne peux pas passer ma vie en me disant ah si j'avais, ah si j'avais. Je préfère avoir des remords que des regrets. Donc avec le moteur qui était là tellement vivant, je dis mais j'y vais. Je veux dire, qu'est-ce que j'ai à perdre? L'argent, du temps, ok. Et dans mon fort intérieur, je me dis c'est pas grave, je trouverai toujours du travail après 10 ans dans le textile et dans la gestion de magasins. Enfin voilà, vraiment ça me posait pas de problème. Et en même temps, je voulais pas passer à côté de ça. Et sans trop de difficultés, j'avoue, je me suis lancée là-dedans en me disant je ne peux pas passer à côté de ça. J'ai trouvé quelque chose qui me correspond, auquel je m'épanouis, je fonce, j'y vais. Mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille et ça a été très très compliqué, très difficile, très décevant. Il y a eu beaucoup de sensations très différentes au fur et à mesure des années. On va parler de tout ça. Voilà, mais je ne regrette rien. Et tu sais que ça me fait extrêmement plaisir que tu aies ce genre de discours, parce que si peut-être que tu te doutes, mais de ce que je te disais, moi j'aimerais bien devenir aussi danseur professionnel, et j'ai fait moi des études de commerce avant, et là je prends un nouveau chemin en fait au niveau de la danse, et comme toi, là j'ai trouvé le tango, et pour moi c'est tellement important pour moi, et je me dis en fait faut que je trouve ma chance, il faut y aller en fait, bien sûr. J'ai pas envie de me dire dans 10 ans, merde, j'aurais dû tenter. Je regrette. Je regrette, alors que là, je me dis, j'ai encore la chance d'être jeune et de pouvoir y aller à fond. On y va à fond et on verra plus tard. Mais complètement. Donc c'est sûr que c'est pas le chemin le plus facile. Non, mais c'est galvanisant aussi, je trouve. Il y a quelque chose de grisant, je sais pas comment le dire, mais j'ai l'impression de vraiment travailler pour ma vie. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose comme ça que je trouve très agréable. En tout cas. Tu seras acteur de ta vie, vraiment. Oui. Et tu es en harmonie avec ce que tu veux faire. En fait, c'est tellement important. On passe quand même plus de la moitié, on en parle encore, c'est très d'actualité en ce moment, mais on parle quand même plus de la moitié de sa vie au travail. Si on fait quelque chose qu'on n'aime pas, dans lequel on n'est pas bien, mais c'est tragique. Et je suis sûre qu'il y en a des parcours qui sont comme ça. Moi, j'ai eu la chance. Alors déjà, j'aimais mon ancien métier, j'ai toujours adoré ça, et je me suis toujours très bien sentie, même en tant que salariée, parce que c'était une structure. Donc voilà, c'était dans des très bonnes conditions. Et de créer la Casa del Tango, c'est encore autre chose. Tu es ton propre patron, avec tout ce que ça englobe, c'est-à-dire la liberté, certes, mais tout est sur tes épaules. Les difficultés, les risques, il y a toi seul qui prends les décisions. Enfin voilà. Tu as monté ça toute seule. J'ai monté ça toute seule, bien sûr. Et toute seule. Si tu as créé la Casa del Tango, c'est parce que tu trouvais qu'à Paris, ça manquait de lieux. Enfin, tu trouvais que ça manquait d'un lieu comme celui que tu as créé. C'est pour ça que tu as créé ça ou... Non, pas du tout. Ça vient d'où en fait? Pourquoi tu as créé ce lieu? Par passion. Par passion du tango, à travers tout ce que je pouvais vivre dans le tango en tant que danseuse. Je me suis dit, mais j'ai envie de... C'était plus pour offrir aux danseurs et à toutes les communautés tanguera un lieu dans lequel il pouvait se passer plein de choses autour du tango argentin. Et c'est vrai qu'au début, c'était pas uniquement une école de danse avec des cours et des balles. C'était au moins les 2 premières années, il y avait des ateliers littéraires, il y avait des concerts, il y avait des stages de chant, parce que le tango, c'est au-delà de la danse, c'est de la poésie, c'est de la culture. Il y avait des expositions de tableaux. Enfin voilà, l'idée c'était de mélanger toutes les disciplines artistiques autour du tango argentin, pas que de la danse. Okay. Voilà. Et au fur et à mesure, donc sur 20 ans évidemment, le planning a évolué au fur et à mesure, mais c'était avant tout de pouvoir offrir un espace, un seul et unique, dans lequel on pouvait faire toutes les disciplines. Et ça n'existait pas ça avant à Paris? Ben non, je crois pas. Je réfléchis. Il y avait le Latina qui était le cinéma un peu spécialisé sud-américain, et donc tu avais une piste de bal où il y avait des balles, je ne sais plus à l'époque, je crois que c'était tous les soirs peut-être, ou 2 fois par semaine, je ne sais plus. Si qu'ils le refont fonctionner en ce moment-là. Oui, j'ai entendu. Mais c'est avant tout un cinéma, enfin voilà, c'est pas que, c'est pas un lieu de danse. Ouais. Et à l'époque, il y avait... Tu essaies de te rappeler comment ça s'appelle? Oui, le nom de la milonga, donc il y avait Latina et rue Saint-Maur, organisé par Karen. Ah, j'ai un trou. Bon. Je ne pourrais pas t'aider, peut-être que ça va revenir après. Oui, ça va revenir après. Et donc voilà, donc on allait danser là-bas aussi. Et puis sinon, c'est tout. Il y avait plusieurs associations, mais il n'y avait pas un lieu dédié au tango argentin. Et comment c'était?
parce que moi je me dis, un lieu comme ça, il n'y en avait pas avant. Non, Est-ce que dès le début, du coup, tu as eu du succès pas du tout. et où ça a pris des années? Genre, ça a été comment en fait le début pour toi? Est-ce que tu as été déçu Parce que je pense que quand on se lance dans ce genre de projet, on a tout un imaginaire qui se Tout crée. à Donc, je fait, pense tout à que fait. vu qu'on ne sait pas encore comment la réalité, on Ouais, a un ouais, tout à imaginaire, on se fait. dit peut-être ça va être un succès dès le début. Tout à fait. Et du coup? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Et ça a été assez surprenant. J'étais un petit peu déçue. Et puis en même temps, en fait, je m'attendais pas. Je m'attendais à voir un autre public. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, bon, j'ai trouvé le lieu, j'ai fait beaucoup de travaux parce que le lieu tel que tu vois aujourd'hui, il n'était pas comme ça quand je l'ai pris. Donc il y avait quand même beaucoup de travaux à faire. Et j'avais fait une petite campagne de communication pour prévenir que j'allais ouvrir la Casa del Tango. Enfin, Rappelle-moi voilà. quand ça a ouvert. Comment? Rappelle-moi quand ça a ouvert. Le 2 janvier 2003. D'accord. Et donc j'avais prévenu un petit peu. Et en fait, bon, ça fait le tout fait 80 mètres carrés. L'espace que tu vois là, de la piste de balle, fait 55 mètres carrés. Et je pense qu'en voyant ma campagne de communication et de publicité pour annoncer la Casa del Tango, je pense que les gens se sont fait ils se sont imaginés un lieu grand. Je ne sais pas pourquoi, alors que voilà. Et en fait, quand j'ai fait mon premier bal, les gens ont été très très surpris, voire déçus, en disant ah ouais, mais c'est ça. Alors il y a une chose aussi où je l'ai peut-être ouvert un peu trop tôt, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout coloré, il n'était pas du tout habité. Je crois qu'il y avait même encore le plastique sur le bar, les murs étaient blancs. Donc C'était le début, quoi. C'était les prémices, et donc voilà. Donc il y a eu peut-être un effet déception de la part de la communauté Tangara de l'époque, donc que je connaissais bien puisque je dansais tous les soirs. Et il y a eu une sorte de déception, de désillusion sur lequel j'ai été très déçue et où je me suis vraiment remis en question. Et en même temps, je me suis dit, bon, c'est peut-être normal aussi. Je veux dire, la casa, elle est vierge encore, elle n'a pas de vie, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'ambiance. Ça se travaille et ça prend du temps, comme toute création. Mais ça t'a pas démotivé? Bah non, je n'allais pas me démotiver maintenant alors que je venais d'avoir le lieu, les travaux, enfin voilà, non, je me suis dit, ça prend du temps, c'est normal, et puis c'est tout à fait normal. Par contre, j'ai eu un public qui est arrivé, qui est un public je les appelle les jeunes seniors, parce que c'est des... En fait, moi, ma spécialité, dès le départ, par rapport à la milonga, je voulais des bals de l'après-midi. Voilà, parce que je crois que j'étais la première à faire ça. Tous les bals étaient le soir et il n'y avait pas de bal l'après-midi. Et j'avais fait plusieurs voyages à Buenos Aires. Là-bas, tu peux danser de midi à midi tous les jours. Sans aucun problème. Voilà. Et je me dis, tiens, à Paris, il n'y en a pas. Et donc, j'avais envie d'instaurer le tango de l'après-midi de 16h à 19h. Et donc, forcément, de 16h à 19h, on a une population un peu de retraités, de jeunes seniors, de jeunes actifs, de seniors actifs, j'ai envie de dire, mais aussi des indépendants, des profs, enfin, voilà, des gens qui sortent tôt. Il y a tout un mélange, mais c'est vrai que principalement, ça a été des jeunes seniors qui sont venus, puisque c'était l'après-midi. Et très vite, il y a eu vraiment un groupe de fidèles, d'amis qui sont là aujourd'hui, toujours 20 ans après, qui ont vraiment investi le bal de l'après-midi. Donc pendant les 2 premières années, donc ça a été très compliqué, je faisais des bals le soir aussi, mais... Hop, on va mettre sur pause. Ouais. T'es prête? Ouais. Donc fin de la pause, donc on a dû se déplacer parce qu'il y a un cours de yoga maintenant dans la salle où on faisait le podcast. Donc maintenant on est dans ton bureau pour continuer l'épisode. Est-ce que tu te rappelles où t'en étais? Oui, tout à fait. J'étais en train de parler du début de la Casa del Tango et en fait qui n'a pas démarré tout de suite, forcément, puisque ça prend du temps. Et je pense que j'ai fait une grande soirée pour fêter les 2 ans de la Casa, qui s'appelait Dia Noche, qui était dans un lieu sublimissime, rue Saint-Martin, je crois. Et j'avais vraiment envie de fêter les 2 ans de la Casa, ça me tenait à cœur, et je voulais faire quelque chose d'exceptionnel, hors les murs, un peu atypique, que j'ai fait, puisque j'avais trouvé une salle magnifique qui est un ancien bal des mariniers, donc il y avait 2 grands escaliers en coursive, un super beau parquet de bal, enfin bon, c'était vraiment un truc magnifique, et j'avais appelé ça Dia Noche, puisque c'était un bal de midi à minuit, que j'avais fait pour fêter les 2 ans de la Casa. Et je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là que la Casa del Tango a pris toute sa place dans le paysage
culturel de Paris. Voilà, c'est vraiment après ces 2 ans qu'on s'est dit: «Ah ouais, c'est qui Frédéric Béard? Ah oui d'accord», enfin voilà. Il m'a fallu un peu vraiment 2 ans pour, faire mes preuves, et trouver ma place, Et même aussi, donc avoir une cible, parce qu'au début, en fait, en gros, t'avais... Non, parce que j'avais beaucoup, beaucoup d'activités autour du tango, donc j'ai pas qu'une cible. La cible principale, c'est les amoureux du Oui, bien tango, sûr. tout simplement. Donc voilà, tout était possible, aussi bien les mélomanes, parce que je faisais beaucoup de concerts, que les danseurs, que les non-danseurs, puisque j'ai quand même fait beaucoup, beaucoup d'initiations. Je faisais des initiations tous les mois. Donc voilà, et tout ce petit monde pouvait se mélanger de manière tout à fait naturelle à la Casa del Tango, quel que soit leur parcours et leurs envies. Et ces années-là, t'arrivais à être rentable? Non, pas du tout. Non, Parce que, non, pendant 2 ans, j'étais dans le rouge, parce qu'il fallait bien que total. tu vives quand même. Donc, Oui, mais je vivais pas pendant pendant 2 ans. Ça a été voilà, un parcours connu, hein, puisqu'on je m'imaginais bien, que ça allait être difficile. Donc pendant 2 ans, j'ai vraiment mis entre parenthèses, je savais que ça allait être compliqué et ça l'a été, et forcément. tu avais fait une étude de marché ou Bien sûr, ouais, bien sûr, bien pour avoir sûr. une rentabilité? Oui, bien sûr. Et Bah, c'est un projet de vie, hein, la Casa oui, del Tango. C'est pas, je fais pas ça, par passion ou pour m'amuser en oui, dehors d'un autre métier. Ce qui est pas forcément le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens dans le tango qui ont un métier et qui font ça par passion et par envie. Ça a pas du tout la même valeur et ça a pas du tout la même, ça a pas du tout le même objectif non plus. Quand c'est ton projet de vie, ton projet professionnel et que tu en vis, c'est plus compliqué. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout la même façon de faire, c'est pas du tout le même fonctionnement. Donc, à l'époque, oui, évidemment, de toute façon, vu que j'avais fait un prêt bancaire, j'étais oui. obligée de faire ça. Et puis, vu que c'était, comme je te disais, un projet de vie et professionnel, c'était pour en vivre. C'était pas pour faire joujou et pour faire. C'était pas pour le plaisir. Oui, bien C'était sûr, oui, oui. vraiment une envie d'en faire mon métier, tout Et simplement. c'était comment en fait que du coup tu disais bah ta rentabilité c'était que en fait avec les entrées pour les milongas ou c'est... Non, justement, avec toutes les autres activités autour du tango, puisqu'il y avait les ateliers hebdomadaires, il y avait des stages de chant, il y avait des cours, il y avait des initiations, il y avait de la location de salle déjà, je faisais déjà beaucoup de location de salle, mais il faut savoir que pendant plus de 15 ans, ça a été 100% tango. Ça a été ma création, c'est vraiment la Casa del Tango, même si aujourd'hui ça s'est diversifié, mais on en parlera plus tard. Ça a été 100% tango. Donc je travaillais avec une équipe pédagogique et de professeurs qui étaient là, qui a changé au fur et à mesure des années, mais j'ai eu des professeurs très fidèles avec qui j'ai travaillé plus de 15 ans autour du tango en tant que professeur, danseur. Et voilà, donc c'était vraiment un agenda 100% tango avec plein d'activités différentes. Ok. Et après donc du coup ces 2 premières années où donc tu commences à avoir ta clientèle Oui, comme oui, ou sur oui, une clientèle par activité. J'avais ouais. la clientèle des balles de l'après-midi qui n'étaient pas les mêmes que de la clientèle des cours du soir, par exemple. Et comment après ces 2 années comment ça a évolué en fait Bah, ça a bien évolué, c'est-à-dire que j'ai un peu trouvé ma place, ma couleur, ma spécificité, qui était en l'occurrence les balles de l'après-midi, puisqu'il n'y en avait pas à Paris. Donc pendant très longtemps, c'était tous les après-midi. Il y avait des cours tous les soirs et il y avait des stages d'initiation tous les mois. Je faisais des concerts une fois par mois aussi, donc ça c'est aussi un autre public, le concert. C'est pas du tout de danseurs. Au début, je dis bah on danse le tango, on doit aimer la musique, on va au concert. Pas du tout. Dans les concerts, il y avait sur 50 personnes, il y avait peut-être 10 danseurs et encore. ouais. Donc il y avait aussi un public mélomane qui aime le tango, mais qui ne danse pas forcément, qui viennent au concert et qui aiment la musique. Donc voilà, tout ça, c'était un mélange de public qui s'est fait vraiment assez naturellement. Je me suis aussi beaucoup implantée dans mon quartier de résidence, c'est-à-dire que pour moi, c'était très important. Alors, de part d'être ici dans le 19e, à 200 mètres de la mairie, de m'impliquer dans l'activité culturelle de mon quartier et de proposer justement, d'ouvrir un petit peu une vitrine aux gens qui sont à côté, des voisins, pour justement offrir une visibilité du bal, voire de l'enseignement. Et c'est pour ça que très vite, j'ai organisé des bals à la mairie, dans la grande salle des fêtes de la mairie, où régulièrement, j'en ai fait une dizaine, donc à peu près en moyenne une par an. Je faisais un grand bal annuel gratuit, soit en décembre pour fin de l'année, soit au mois de juin pour la fin de la saison, dans la grande salle des fêtes de la mairie. Donc ça a été aussi des rendez-vous très attendus, avec une thématique très différente à chaque fois. Et donc je l'ai fait à la mairie, mais c'est aussi, j'ai beaucoup travaillé avec la Villette, j'ai fait 5 cabarets sauvages, 5 éditions cabarets sauvages. Donc ça m'a permis aussi d'avoir un lieu ancré dans le 19e, mais aussi de m'exporter et de pouvoir montrer une visibilité du tango aux gens qui ne connaissent pas forcément.
mais tout en gardant une cohérence géographique et d'être dans le 19e. J'ai fait beaucoup de hors les murs. Ouais, hors les murs, c'est comme ça que tu l'as fait. Voilà, j'appelle ça les hors les murs. Et c'est fou parce qu'en fait, donc tu as eu ce lieu, donc à partir de 2003, Ouais. et en fait après tu passais tes journées dedans en fait. Parce que bien dès sûr. l'après-midi, ensuite le soir tu avais les bien cours, sûr, bien et, sûr. et le matin tu dormais et l'après-midi Non, t'es reparti. le matin j'étais certainement dans mon bureau et devant mon ordinateur en train de faire des flyers, en train de faire le site, de créer, et c'est vrai que pendant 2 ans, en plus pendant 2 ans, c'est un peu mon bébé, si tu veux, donc j'avais beaucoup de mal à laisser la clé, donc ça veut dire que je faisais des journées de 8h, 22h, parce qu'il était hors de question que je laisse la clé à un professeur que je connaissais pas, qui donnait le cours le soir, même si c'est pas moi qui le donnais, si tu veux. Donc voilà, au bout de 2 ans, et puis avec la fidélité des professeurs avec lesquels je travaillais, parce que j'ai une super équipe, voilà, après c'est eux qui donnaient les cours le soir et moi je rentrais à 19h. Parce qu'en plus même, tu as fait des hors les murs aussi. Oui. Donc c'était un travail, mais le fait que tu es devenue aussi une organisatrice, tout à fait, c'est devenu tout à fait. ton métier aussi. Ouais, Il tout y à a fait. plusieurs casquettes, et tu t'attendais à autant de charges de travail quand tu as commencé? Je me Tu suis t'es pas pas posé posé la la question. question. C'était de toute façon, Ça me c'était faisait ça, pas quoi. peur en tout cas, puis j'imaginais bien que si je me lançais là-dedans, c'était pas pour faire un 9h, 18h. C'est Donc clair. voilà, que j'ai jamais fait d'ailleurs, parce que même quand j'étais salariée, je bossais beaucoup. Et a fortiori, quand on monte son propre projet, on sait que justement parce que c'est ton propre projet et que tu as tout sur les épaules, il n'y a pas du lundi au vendredi et le week-end off, c'est tout le temps. On y pense tout le temps. Voilà, c'est en permanence. Et t'as jamais eu des moments parfois Le doute. de doute, ou de démotivation? En tout cas, tu t'es dit là, je commence à en avoir Non. marre. Alors, j'ai eu des petites traversées du désert, mais bien plus tard. Bien plus tard. C'est-à-dire, enfin, ça fait pas si longtemps en fait. Ah ouais. Pendant 15 ans, ça a été vraiment une immersion totale, une passion totale, pas de doute, avec plein de projets différents, avec une motivation grandissante, et pour la danse, en tant que danseuse, j'ai envie de dire, pas professionnelle, personnelle, c'est-à-dire que je danse pour mon plaisir ailleurs. Ici, je danse jamais, par exemple, à la Casa. Même quand je fais mes balles, pour moi, c'est mon lieu de travail. Je ne peux pas m'abandonner, et je ne peux pas danser et avoir l'esprit tranquille en étant ici. Donc, c'est vraiment un lieu voilà, dans lequel je passe toutes mes journées et tout mon temps. Mais par contre, j'alimente aussi cette passion en dansant, en sortant, voilà, que je fais toujours, même si c'est un petit peu moins, parce que la vie fait aussi que ça change. Voilà, j'étais en couple, j'ai eu un enfant, enfin, tout ça, ça fait qu'on n'a pas la même énergie, et puis la même motivation, et puis la même priorité non plus. Ça change de 98, ça fait plus de 20 ans que je danse le tango, donc forcément, voilà, ça évolue. Et les 15 premières années du coup de la Casa del Tango, Ouais. c'était pour toi, c'était une Ah, magnifique c'était une période. super belle, et ça l'est toujours, une très belle aventure, très riche, très, très prenante, même s'il y a des hauts et des bas. J'ai fait des rencontres extraordinaires, des amitiés très fortes qui sont encore aujourd'hui. Enfin voilà, une équipe, j'ai travaillé avec des DJ, avec des professeurs, donc, comme je l'ai dit, des concerts quand je faisais beaucoup de concerts. Enfin, il y a eu vraiment une émulsion, une sorte de bain de tango et de partage de toutes ces professions un peu différentes, parce que c'était au-delà de la danse, il n'y avait pas que de la danse non plus dans ce lieu. Donc non, c'est une très belle aventure. Je suis super fière et super contente de fêter les 20 ans aujourd'hui, même si c'est un petit peu différent. Mais Ça a évolué un petit peu. Ça a évolué, voilà. On l'évoquera parce que tu as Ouais. dit que maintenant, en ce moment, c'est un peu plus compliqué pour toi, c'est ça? C'est pas plus compliqué, c'est un choix aussi. Justement, quand tu parlais des motivations, c'est au bout d'un moment, ça s'essouffle un petit peu. Et puis, quand tu n'as plus l'énergie, vu que c'est vrai que c'est un projet personnel et que je suis un peu le moteur de la Casa, quand il n'y a plus de moteur, bah ça a du mal à se renouveler. J'ai eu un petit passage à vide, j'ai fait un bilan de compétences. Et c'est là où je me suis dit, il faut que je me remobilise sur une autre activité, parce que le tango ne me nourrit plus suffisamment pour pouvoir chercher l'énergie nécessaire pour continuer des projets divers et variés. C'est quoi qui te nourrit plus? C'est ton projet ou c'est le tango? Ben, ça a été un petit peu les deux, en fait. Je ne sais pas quel est le premier qui est venu. Peut-être que j'ai une petite désaffection, ou j'étais fatiguée du milieu. Je ne sais pas. J'avoue que ça T'as a l'impression d'avoir été fait le un tour? tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais il y a eu des creux de vagues où j'avais moins envie d'aller danser. Ou voilà, je ne sais pas. C'est des parcours de vie qui font que ça change.
Et non, non, on fait jamais le tour. Bah, c'est comme si non, non, on fait jamais le tour du tango. Heureusement, c'est ça aussi qui fait le côté précieux de cette danse, c'est-à-dire c'est sans fin. Je veux dire, t'apprends toujours. Moi, j'ai toujours autant de plaisir à aller danser, même si c'est moins. J'ai toujours autant de plaisir à danser. Il y a aucun moment où je dis, bah, c'est bon, ça y est, j'apprends plus rien, j'ai fait le tour. Non, non, jamais. Et pourquoi tu penses que t'es toujours, du coup, toujours à fond avec le tango après autant d'années? Parce que c'est jamais pareil, parce que les gens sont jamais pareils. C'est-à-dire que tu peux danser, juste pour avoir une image, tu peux danser le même tango avec la même personne sur la même musique, ce sera toujours un tango unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, vu que c'est une danse d'improvisation, il n'y a pas de code, il n'y a pas de par cœur, il n'y a pas de modèle, donc c'est à chaque fois différent. Donc c'est vraiment comment dirais-je, c'est une conversation sans parole qui est sans fin et à chaque fois renouvelée. Donc tu peux pas t'ennuyer, même par rapport à la musique. La musique est tellement riche, il y a tellement d'orchestres, il y a tellement... Même si tu connais par cœur un morceau, tu l'écoutes plusieurs fois, tu entends toujours à chaque fois quelque chose que tu n'as jamais entendu, une variation, voilà. Donc c'est cette richesse-là qui est aussi bien dans l'espace de danse, dans l'espace du couple de danse, dans l'espace du bal. Il y a plusieurs, si tu veux, il y a plusieurs couches dans laquelle tu peux te plonger. Et donc, avec tous ces paramètres mis bout à bout, mais il ne peut pas y avoir de lassitude, puisque à chaque fois, c'est différent. Et tu penses quand t'as commencé le tango, c'était cette richesse, est-ce que t'arrivais pas à avoir cette richesse-là avec dans tes rapports sociaux auparavant? Alors, j'ai jamais, vu que j'ai jamais pratiqué ni une danse, ni une activité, avant de rencontrer le tango, j'avais un réseau social d'amis, un peu de travail, un peu d'amis. Mais on ne partageait pas, si tu veux, une activité ou une passion commune. Mm. Et il est vrai que quand j'ai commencé le tango, il est vrai que toute cette partie-là, elle s'est complètement évanouie. C'est-à-dire que j'ai perdu tous mes amis parce que, parce que le tango, parce que le soir, le week-end, c'est tango. Donc forcément, au bout d'un moment, bah, tu vois plus tes amis d'avant. Et tu te refais un nouveau réseau d'amis, d'amitié, de professionnels, de gens. Parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'il y avait peu de monde et tout le monde se connaissait. Et donc, notre réseau social, c'était à travers la milonga. C'était Ouais. dans la milonga. Et c'était génial. Et c'était génial. Il y avait une sorte de... Tu ne te posais pas la question où tu allais. Bon, en plus, à l'époque, on était moins et il n'y avait qu'un seul lieu. Donc, on ne se posait pas la question de là où on allait. On y allait, on se C'était quoi, retrouvait c'était tous. Latina? C'était Latina. Ouais. Et voilà, et c'était joyeux, c'était convivial, c'était une époque, je ne veux pas dire mieux ou moins bien, parce que c'est pas dans cet esprit-là, c'était différent. Parce que il y a 20 ans, il n'y avait pas la communauté Tanguera qui existe aujourd'hui, ou avec autant de monde quantitativement parlant. Je ne sais pas si tu vois dans le site tangoargentin.fr toutes les milongas. À l'époque, il y avait une, deux milongas, peut-être le samedi, il y en avait trois. Là, tu vois des listes, surtout le week-end, où il peut y en avoir 10 ou 15. Donc, c'est forcément pas la même chose. Parce que il y a de plus en plus de danseurs, il y a de plus en plus de profs. Enfin voilà, tout est un peu exponentiel, si tu veux. À l'époque, on était une poignée, et on sortait, voilà, et on se retrouvait dans les seuls lieux de milonga. Donc, il y avait un peu d'atmosphère de bienveillance, de reconnaissance, de convivialité, qui est un peu difficile aujourd'hui, mais en vue du nombre de danseurs, si tu veux. Donc tu trouves Et que il ça s'est un peu suffit... perdu? Oui, bah forcément, forcément, parce que quand tu as 17 lieux, quand tu as 17 lieux, tu peux pas forcément retrouver les mêmes personnes. Moi, quand je vais danser à Paris, il m'arrive, et régulièrement, parce qu'on a chacun son circuit par rapport à l'organisateur, par rapport aux jours, aux heures, aux lieux géographiques. Enfin voilà, moi j'essaie de rester un petit peu autour du 19e parce que c'est compliqué, mais tu peux ne pas rencontrer quelqu'un qui est à Paris et qui danse aussi parce que vous n'avez pas le même circuit. Ouais, complètement. Donc voilà, donc à l'époque, c'était pas possible puisque de toute façon, voilà, il y avait un lieu et on se connaissait tous. Donc c'est par là que c'était forcément différent. Et avec les années, est-ce que tu t'es toujours retrouvé du coup avec cette ambiance-là de tango ou peu à peu ça t'a peut-être parlé de moins en moins, on va dire, avec tout ce développement du tango? Ben, moi, c'est différent. Moi, c'est différent. C'est différent. Alors, il peut y avoir des petits réseaux, il peut y avoir chaque milonga a sa couleur, chaque milonga a son public même, hein, voilà.
Mais c'est bien parce qu'il y a la diversité, donc il y a un peu de la place pour tout le monde et c'est ça qui est bien. Moi, pour le moment, il y a eu quelques milongas qui s'est sont mises l'après-midi, il me semble, mais récemment. Voilà, moi, c'est vrai que j'avais, enfin, tout de suite, dès le début, je me suis spécifiée dans les milongas l'après-midi. Là, aujourd'hui, il y en a quelques-unes. Donc, c'est bien, voilà, ça se Ça se développe. développe, c'est comme j'avais aussi initié il y a quelques années le bal des débutants. C'était vraiment dans les conditions d'un bal, mais que pour les débutants. Puisqu'on avait, il y avait beaucoup de cours, je faisais beaucoup d'initiations, et les professeurs disent souvent aux élèves, ouais, il faut pratiquer, pratiquer. Sauf qu'un débutant, il ne va pas dans un bal. C'est pas possible. Faire des T'as pratiques, pas non? les codes. Alors, soit tu as les pratiques, mais c'est pas pareil non plus. C'est pas la même chose qu'un bal. Donc j'ai dit, c'est pas possible. On peut pas continuer à dire à nos élèves, il faut pratiquer, et en même temps, quand ils viennent en milonga, ils sont pas du tout les bienvenus, et puis ils sont pas les codes, ils ont pas les. Donc j'ai initié de faire le bal des débutants, qui sont vraiment dans les conditions d'un bal, c'est-à-dire avec le bar, les bougies, la musique, la programmation musicale comme dans les bals, donc la chaleur d'un bal, mais que pour les débutants. Parce que c'est vrai que c'est difficile quand on est débutant. Parfois, je Ben trouve bien que sûr, l'accessibilité quand mais on bien commence sûr, est très difficile, mais bien moi, sûr, je trouve. mais bien sûr, surtout pour les guideurs. Les guideurs, c'est très compliqué, hein, parce qu'il y a quand même le tango, c'est pas facile, c'est pas une danse facile. Non. Hein, c'est assez technique, il y a quand même beaucoup de choses. Donc en même temps, quand on les lance dans un bal avec confirmé un bal qui tourne avec plein de monde, bah, ça fait peur. Mm. Donc voilà, et depuis, et c'est vrai que d'autres milongas, d'autres organisateurs ont commencé à développer aussi le bal des débutants, et je trouve ça super. C'est clair, ouais, je pense qu'il y en a besoin parce que Mais du bien coup, il y en a sûr, qui ont peur parce que bah, c'est bah, parce difficile, que ils ça se fait sentent pas. peur, bien sûr. Je sais aussi qu'il y en a qui vont danser que l'été, enfin, on va dire quand on commence à voir l'opéra, Ouais, parce qu'en fait, ouais, ils se sentent plus à l'aise et ils sont un peu impressionnés quand ils vont en milonga fermé ouais. parce qu'ils ressentent pas cette bienveillance ou. Bienveillance, oui, oui, ou cet accueil, enfin, Ouais, c'est ça, ouais, oui, oui, cette c'est une ambiance-là bienveillance, oui, tout à fait, et donc je pense que c'est très important d'avoir en tout cas ce type de lieu tout à fait. pour se faire en fait avec le tango, Bien pour en plus sûr. de plus en plus à l'aise et prendre Bien ses sûr, marques. bien Donc c'est sûr, cool. bien sûr. Et ça marchait très bien. Et justement, je voyais beaucoup de débutants. Donc parfois ils venaient en groupe, parfois c'était des élèves de la Casa ou d'ailleurs, hein, c'était pas que les élèves d'ici. Mais je les sentais avec des étoiles dans les yeux en disant, j'ai fait à la fin du bal, ils étaient mais heureux en disant, mais j'ai fait mon premier bal et c'était pour eux très important. Et c'était pas une pratique parce qu'une pratique c'est encore autre chose. Là, j'avais vraiment envie de recréer l'espace d'un bal, mais que pour les débutants. Donc vu qu'ils étaient tous débutants, bah, il n'y avait pas de gêne, il n'y avait pas de honte, il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de. Voilà. Et puis moi, j'étais là, je donnais des conseils si besoin, je faisais mon petit speech, je leur apprenais le KBCO. Enfin voilà, j'étais quand même très présente et très active dans l'animation de la soirée. Et je leur expliquais les cortinas, les tandas, parce que je ne sais pas si en cours on fait ça. Enfin, j'imagine certains cours, mais c'est important. Les codes du KBCO, pourquoi une programmation musicale ciblée, les cortinas, qu'est-ce que c'est, enfin voilà. Donc tout Bah, ça, ouais. c'était un lieu pour leur apprendre ça aussi. Moi, par exemple, je sais que bah, je prends des cours avec Michael Cadio et Oui, Camille Dantoum, tu bien les sûr, connais. bien Et sûr. je sais que, par exemple, moi, Mika, quand il nous voit parfois pendant les cours faire des pas, nous pratiquer ce qu'il nous Ouais, demande, et ouais. qu'on recule, ça il dit, ça tu ne le fais jamais. Voilà, En balle, tu ne recules pas. voilà. Donc, par exemple, ça il nous l'apprend, par contre, Bah, la c'est très circulation bien. du bal Bah, et c'est faire parfait. attention à. De toute façon, moi j'ai travaillé 15 ans avec Michael Cadio. Voilà, on a été très très proches et on a été vraiment. Je donnais l'initiation avec lui pendant 15 ans. Il a été professeur de tango ici pendant 15 ans. Donc voilà, il a un enseignement, une pédagogie top. Vraiment, T'as un même en fait, excellent professeur. est-ce que la casa c'était aussi un point d'entrée pour certains profs pour se faire leur marque ou en tout cas pour débuter dans le domaine de l'enseignement ou je sais pas pour Mickaël s'il a peut-être qu'il Non, lançait déjà avant. il était déjà, bah, lui, il est danseur de métier, donc Ouais. il était d'abord danseur et peut-être que c'était le début de l'enseignement. Et voilà, et puis après on a travaillé ensemble 15 ans. Il y avait Cecilia et Alfredo aussi, ils sont restés ici plus de 17 ans. Enfin, il y a eu beaucoup de professeurs qui sont passés par là, mais pas forcément des débutants. Hmm. Et est-ce que des lieux comme la Tanguedia, Ouais, qui appartenait à oui. Louis Bruni, et est-ce que quand ces lieux-là sont arrivés, pour toi, t'as vu ça comme une forme de concurrence ou. Non, non, je pense qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde, parce que, encore une fois, les lieux sont uniques. Donc voilà, chacun sa personnalité, chacun a son public. On ne faisait pas les milongas en même temps. C'est un très beau lieu, enfin c'était un très beau lieu, la Tanguedia. J'y allais régulièrement aussi pour danser. Voilà, donc non, on n'est pas concurrents. Ça enrichit le paysage du tango, tout simplement.
Et Ok. je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Oui, c'est clair. Ouais. Puis en plus, avec le développement du tango, du coup, Voilà. forcément, en fait, ça va de pair avec plus il y a de gens qui dansent le tango, plus il y a de qui se crée Exactement. pour. Plus il y a de profs, plus il Ouais. y a de cours, plus. Voilà. Aussi, je me demandais, donc on parle de cette évolution-là qu'il y a eu en 20 ans par rapport au Milonga, qui a plus Ouais. de monde, etc. Et si tu devais recréer la Casa en 2023, est-ce que tu ferais tout pareil que quand tu as commencé 20 ans avant? Bonne question. J'en sais rien. Je me suis pas posé la question. Je pense que je ferais pas les mêmes. Enfin, je sais pas. Tu sais pas. Non, Ok. je me pose pas ces questions. En tout cas, ça resterait sans doute avec les mêmes valeurs que tu as. Oui, 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 avec les mêmes valeurs, avec la même motivation. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, mais par rapport à mes autres activités, j'ai pas forcément la même niaque que j'avais il y a 20 ans, hein, tout simplement. Et puis par rapport à l'âge, par rapport à la vie en général. Je sais pas si aujourd'hui j'aurais l'énergie pour organiser une nuit blanche au Cabaret Sauvage comme je l'ai fait 5 éditions de suite, si tu veux. Donc voilà, après c'est juste une question de- d'énergie que je mets ailleurs ou pas. Ok. Et j'ai entendu dire que le cabaret sauvage c'était compliqué, non pour, en tout cas pour être rentable quand on fait des événements à Ah cet bah, de endroit-là, toute non? façon, tu fais des événements. Déjà, si tu perds pas d'argent, tu es contente. Ok. Tu fais pas ça pour gagner de l'argent parce que tu ouvres le cabaret sauvage, ça te coûte déjà 4 000 euros. Donc, Comme c'est ça, c'est pas, fait. c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour ne pas en perdre. Si tu en perds un peu, voilà, mais c'est surtout pour pouvoir faire. Moi, j'adore le cabaret sauvage. J'ai fait 5 éditions là-bas. Elles ont été mais, toutes magiques. Ils ont refait un autre événement en début d'année au cabaret sauvage. Un autre événement qui s'était fait De tango? de tango, ouais. Non, c'était la représentation du spectacle. Ouais, et il y a eu une milonga Oui, ensuite. oui, 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 Ouais. oui. Ça faisait partie de la présentation du spectacle. Et j'y étais d'ailleurs. D'accord. Et donc voilà, non, t'as besoin de. C'est pas cette motivation-là qui te pousse à organiser des événements au cabaret sauvage. C'est pas pour gagner de l'argent. Et qu'est-ce qui t'a poussé à créer des événements, en plus de ce que tu faisais avec la Casa del Tango? C'est la passion, c'est l'envie de faire des choses un peu euh, qui défient le quotidien, un peu C'était des challenges pour toi? Hein? C'était des challenges pour toi? Ouais, ah bah oui, 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 c'était des challenges, parce que c'est énorme, hein, que ce soit même... bon, à la Villette, c'était encore autre chose, j'ai fait scène quatre fois, des scènes d'été, mais c'était dans un contexte plus sécurisé, parce que c'était à travers la programmation d'été de la Villette. Là, le cabaret sauvage, c'était moi toute seule, c'est moi qui prenais tous les risques, qu'il y ait 200 ou 500 personnes, voilà, c'est moi qui prenais tous les risques. Donc c'est énorme en termes d'organisation, de stress, et j'adore ça. Et à chaque fin, pour la petite histoire, à chaque fin de cabaret, je lui dis bon, c'est fini, c'est la dernière fois. Puis un an après, je dis, ah, ça commençait à me titiller. Je dis bon, allez, je vais faire autre chose, je vais faire un truc pour la Saint-Valentin. J'ai fait des nuits tango de 22h à 5h du matin. Enfin voilà, j'ai fait 5 événements au cabaret sauvage avec une thématique différente à chaque fois. Et à chaque fois, je me disais, bon, là, c'est la dernière fois. Et puis à chaque fois, j'y revenais. Parce que c'est excitant, parce que voilà, ça te remplit. Ça te remplit. On parle de drogue du tango, mais en fait, il y a aussi mais la c'est drogue. En c'est fait, il y a la complètement- drogue aussi c'est de complètement l'organisation ça. Ah, mais complètement. des C'est une événements aussi, drogue quoi. pure et dure et saine. Et voilà, et qui nous fait tenir et qui nous fait faire ces projets complètement fous. Mais ne serait-ce que la Casa, hein, dès le départ, c'est quand même un projet complètement fou. C'est clair, ouais. Et tu penses que parfois on peut, parfois il y en a certains qui parlent du tango comme une drogue, est-ce que parfois tu penses qu'on peut se perdre dans cette drogue, entre guillemets? Bah, on peut se perdre de manière un peu saine. Enfin, je vais te dire, c'est vrai qu'on parle beaucoup de drogue parce que tu penses qu'à ça, tu parles que de ça, tu fais que ça. Enfin, c'est un peu une attitude addictive, hein, Complètement. mais qu'on a tous vécu. Au début, surtout, parce que je pense qu'au bout d'un moment, ça dure peut-être les 2 premières ou 3 premières années. Après, tu privilégies peut-être la qualité que la quantité. Mais au début, quand tu connais rien, tu plonges dedans, mais c'est vraiment l'effet addictif où, moi je me souviens à l'époque, je pouvais pas aller dîner chez des amis sans avoir mon petit sac de chaussures avec moi, et à 11h du soir, je dis bon ben merci, au revoir, et puis hop, je me cassais directement mes langages jusqu'à 3h du matin, je pouvais pas faire autrement. Donc là, on parle vraiment d'addiction, mais c'est une addiction quand même vachement saine, parce qu'il y a de la danse, parce qu'il y a de la musique, parce qu'il y a les rencontres, et c'est quand même malgré tout un milieu vachement sain, je trouve. En règle générale, le tango. Je suis Il y a d'accord. pas, vraiment, c'est sain, il n'y a pas de...
C'est pas, il y a pas de la drogue, il y a pas de drague, il y a pas de voilà, on est vraiment là pour partager. Alors c'est peut-être un peu bisounours ce que je dis, mais en tout Je cas, suis plutôt d'accord avec en toi. plus de 20 ans de pratique, et d'évolution dans ce milieu-là, vraiment, j'ai jamais eu aucun problème. On est tous tarés, de tango, quoi. C'est clair, vaut mieux être addict au tango que Bah oui, bien sûr, bien autre chose. sûr. C'est aussi pour ça que tu expliques, donc tu disais que tu étais à fond et qu'à 11h du soir, tu te barrais. Ouais, ah ouais, Et ouais. c'est aussi pour ça que du coup, tu es Tu perds parti tous tes assez vite amis. T'as perdu tous tes potes, du coup. Déjà? Mais en même temps, tu les as retrouvés Bah au oui, tango. oui, 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 tout à fait. Et donc c'est aussi pour ça que t'as voyagé aussi vite. Oui, oui, Parce que oui, ça, c'est un truc que... très vite, j'ai voulu avoir, comment ça se passait ailleurs, Et tout alors, simplement. t'as été Ah bah conquise, ah bah, satisfaite? mais super, mais vraiment génial, T'es partie à génial Buenos Aires? de voir. Je suis partie à Buenos Aires, alors j'ai la chance d'avoir rencontré ma meilleure amie dans le tango, justement, qui est hôtesse de l'air, Elle et te qui faisait va des petits très prix ou pas? vite. Comment? Elle te faisait des petits prix ou pas, du coup, pour Bah, voyager? c'est pas des petits prix, c'est-à-dire que dès 3 semaines après notre rencontre, elle m'a dit bah, je vais à Buenos Aires, si tu veux, tu viens avec moi. Donc Ça, c'est cool. forcément, c'était notre petit voyage toutes les deux pendant 10 ans. On a été 10 fois une semaine à Buenos Aires ensemble à partager ça. Donc c'est ça aussi qui m'a permis de pouvoir y aller régulièrement. Danser là-bas, mais pas que à Buenos Aires, c'est-à-dire qu'à Berlin aussi, je suis allée danser à Berlin, à Amsterdam, à Nîmes, enfin bon, très vite j'avais vraiment envie de voir autre chose puis rencontrer d'autres personnes, de voir d'autres réseaux et c'est toujours de toute manière très riche de, de voyager. Et c'était comment, Buenos Aires? Ah, c'était très bien, c'était très très bien, c'était très très enrichissant, très différent aussi. Alors je suis allée peut-être, je sais pas, en 20 ans, j'y suis peut-être 10 ou 12 fois peut-être. À chaque fois, il y avait des choses différentes, mais là-bas, il y a vraiment une culture, c'est vraiment très puissant. Euh, il y a vraiment la culture du tango. Et dans les milongas, il y a beaucoup plus de... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de respect des codes qu'il n'y a pas forcément ici. C'est-à-dire que, en règle générale, hein, parce qu'on on va pas... c'est pas dans le détail, mais là-bas, j'ai l'impression que il y a plus de respect dans la milonga et il y a que là-bas en fait, rarement à Paris, j'ai vu un bal tourner. C'est-à-dire que quand tu t'éloignes et tu vois de l'extérieur le bal, tu sens la fluidité du bal qui tourne tout seul, par lui-même. Ici, c'est parfois plus individuel, c'est-à-dire qu'on voit les couples de danseurs, mais pas forcément en respectant le sens du bal, les autres, tu recules, tu sens des à-coups, voilà. Là-bas, il y a un tel respect que ça se voit à l'œil nu, et quand tu vois les bals de Buenos Aires, c'est différent, c'est différent. Et ils dansent différemment aussi dans leur... Ou c'est... Non, il y a du tout. Alors c'est plutôt. Bon, après, ça dépend des lieux aussi. La majorité des cas, c'est milonguero, mais il y a aussi des milongas plus jeunes, off, qui dansent ouverts et qui font des acrobaties. Il y a un petit peu de tout. Mais dans les milongas plus traditionnels, c'est plutôt le milonguero qui prime. Ok. C'est celui que je préfère. Et qu'est-ce que ça apporte Parce qu'en fait, toi, tu dis que t'as jamais pris de cours, mais donc qu'est-ce que tes voyages en fait ont apporté à ta danse pour progresser? Alors, je n'utilise pas ces termes en fait. Utilise les termes que tu veux alors. Progresser, pour moi, je danse en fait. Je vis la danse. Je pense pas, je mets pas de mots techniques, ni progresser, ni technique, ni voilà. Je partage la danse, un moment, une tenda, une nuit. Voilà, ça se vit plus que ça ne se travaille en fait. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Et donc progresser, c'est pas mon problème. Enfin, c'est pas mon problème. Tant que je vis et que je vis toujours et encore des nouvelles expériences, des nouvelles sensations partagées et agréables avec les plusieurs partenaires que j'ai de danse dans les milongas, c'est ça qui est important. Ça m'étonne pas que ça a matché avec Michael quand vous êtes rencontrés, Ouais. parce que Michael, c'est ce qu'il évoque beaucoup pendant les cours. Avec Camille, c'est ce principe-là de sensation. Bah, bien C'est sûr. quelque chose qu'il évoque tout le temps. Mais Quand il parle de pas, il dit bah là, ce pas-là, il peut être fait, mais niveau sensation, c'est pas très intéressant. exactement. Mais c'est exactement ça. S'il n'y a pas la sensation, il n'y a pas le tango. Le tango, c'est la danse de sensation. C'est la danse du contact. C'est la danse de la connexion. S'il n'y a pas que ça,
S'il n'y a pas ça, c'est rien, c'est des pas, c'est des figures, mais il n'y a aucun ressenti. Et c'est peut-être ça, la longévité de la passion que tout le monde vit à travers le tango, c'est parce qu'il y a ça. On est quand même dans le creuset de sensations très fortes et très diverses et, et qui ne s'arrêtent jamais en fait. C'est peut-être ça aussi qui fait la particularité de cette danse par rapport aux autres, mais je connais pas d'autres danses non plus. Donc je sais pas si peut-être que des danseurs de salsa diront exactement la même chose. J'en sais rien, mais en tout cas, à travers le tango, je trouve que c'est une richesse sans fin d'expériences, de sensations, de connexions, de rencontres qui se passent, encore une fois, sur la piste de balle. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières, et qu'on peut vivre des moments mais totalement extraordinaires et sans nom, sans pouvoir en mettre des mots dessus avec quelqu'un que tu connais pas, qui tu connais pas, que tu vas jamais revoir et tu connais pas son prénom. Mais c'est pas grave, le moment que tu as vécu ensemble avec lui, à ce moment-là, dans ce bal, avec cette musique, avec le bal autour, a été vécu et c'est ça qui est important. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si le temps il s'arrêtait. Je sais pas si t'as ce truc-là aussi. Oui, tout à fait. C'est l'impression qu'il y a Tout à un fait. moment de. Ah, mais complètement. Une parenthèse de fusion totale. Et je pense que tous les gens qui dansent, que ce soit débutants ou confirmés, je pense qu'on danse pour ça, pour cette quête de moment où, alors, tu dis, qu'est-ce que tu as dit? Tu dis, entre C'est parenthèses, le temps qui s'arrête. le temps qui s'arrête, ça peut être, tu touches pas terre, ça peut être, voilà, c'est une sorte de parenthèse comme ça que tu vis, et quand tous les paramètres sont mis bout à bout ensemble, ben, je pense que voilà, on recherche tout ça dans la danse. Et cette fusion, tu penses, on l'a avec nos partenaires par rapport au nombre de pas qu'ils savent faire? Même pas du tout. Heureusement, mais ce sera terrible. Pas du tout. Ça n'a aucune règle. C'est ça qui est bien. Tu peux avoir. Ça n'a pas de règle. C'est hors technique, hors du pas. C'est vraiment une sensation. C'est la musique. C'est ça qui va te réveiller quelque chose, qui va t'influer, c'est ta réponse. C'est un aller-retour. Hein, le tango, c'est pas un homme qui guide et la femme qui suit. Hein. C'est heureusement bien plus que ça. C'est ça aussi qui fait de la matière. C'est un aller-retour permanent entre l'un et l'autre. Donc, il va me proposer quelque chose. Et puis moi, dans mon énergie ou dans mon ralenti, je vais lui proposer autre chose qui va rebondir, qui va dire « Ah bah tiens, je vais faire ça ». Enfin voilà, donc c'est vraiment une conversation sans parole. Donc, je me souviens plus, c'était quoi ta question? Bah c'était oui. Est-ce que Oui, donc ça n'a rien de technique, si tu veux. C'est pas technique, puisque on ne sait pas ce qu'on va faire. On débarre là tango, on ne sait pas où est-ce qu'on va. On y va ensemble, mais on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Donc, il ne peut pas y avoir cette précision-là. S'il y a cette précision, enfin, moi j'ai l'impression que quand je danse avec des gens qui sont plus cérébrales, où je sens, où j'entends, qui est plus technique, mais ça m'ennuie. Moi j'ai besoin du cœur. J'ai besoin de son cœur pour danser. Si c'est quelque chose pour faire un hyper technique, pour faire un gancho, pour faire machin, moi je vois pas l'intérêt. Enfin, ça m'intéresse pas en tout cas. Je préfère faire un gancho qui est peut-être techniquement pas très bon, pas très haut, ou pas très bien, mais qui soit vécu, plutôt qu'un truc parfait sans aucune connexion. Enfin, ça m'intéresse pas. C'est intéressant parce que souvent, j'ai l'impression que parfois nous en tant que mec, on se focus sur le nombre de pas qu'on sait faire pour ensuite pour ensuite les pratiquer en balle. Mais finalement, j'ai pas l'impression que c'est toujours ce que vous recherchez quand vous dansez. Il y en a, oui, sans doute, mais pas tout le monde. Ben, peut-être pas tout le monde, mais ça dépend de la manière que tu le fais, parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte en tant que guideur, d'autant plus si tu commences le tango, il y a quand même beaucoup de choses à maîtriser. Alors déjà, tu as quelqu'un dans tes bras qui marche en arrière, donc déjà dès le départ, c'est compliqué. Et puis tu as la musique, tu as le guidage, et puis tu as les autres personnes. C'est-à-dire que si tu as un schéma en tête en disant, bon, là aujourd'hui, j'ai appris la salida, hop, je vais en balle et je vais essayer le passalida. Mais tu n'arriveras jamais jusqu'au bout de ta salida parce que tu as forcément quelqu'un devant. Tu as forcément un autre couple qui va aller sur ta gauche, qui est à droite. Tu vas pas pouvoir le finaliser. Donc forcément, tu es amené à inventer, à improviser. Et c'est ça aussi, le tango, c'est une danse d'improvisation. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Tu peux pas aller jusqu'au bout de cette forme que tu as techniquement dans la tête. Et c'est ça qui va faire que ta danse va évoluer et que tu vas proposer à ta partenaire quelque chose d'autre que
la forme bien distincte et bien technique que tu voulais faire au départ, c'est-à-dire la salida, tu n'arriveras jamais jusqu'au bout. Et c'est ça aussi qui est bien. Donc parfois les codes, enfin la structure parfois est faite en fait pour ensuite être déconstruite par nous. Oui, Pour, oui, tout à fait. Et que tu te l'appropries et surtout que tu l'adaptes à l'endroit où tu es. C'est-à-dire que je vois parfois des gens qui, ils savent qu'il y a un couple devant, ils vont faire quelque chose où il y a de grandes chances qu'il va toucher le pied de la partenaire. Donc, je vois pas l'intérêt. Il faut être vraiment très conscient de ce qui se passe autour de toi. Donc, forcément, ta danse est influencée par ça. C'est-à-dire que il faut vraiment, euh, en fait, c'est un lien entre ton guidage, ton improvisation, la musique évidemment, qui est très important, qui est quand même le support, la musique, hein. Tu danses la musique. Et surtout l'espace du bal, des gens autour de toi. Donc quand tu mets tous ces paramètres en ligne de compte, ta danse est forcément déstructurée, j'ai envie de dire, parce qu'elle doit être adaptée et adaptable au moment où tu es là sur la piste. Et donc forcément, tu peux pas suivre un schéma que tu t'étais donné au début parce que il à moins que sera tu sois jamais tout seul. applicable en Non, réalité. non, à moins que tu sois tout seul dans une piste de danse, et à ce moment-là, ça s'appelle un cours ou une pratique, et là, tu es là pour travailler. Mais en bal, c'est pas ça du tout. En bal, tu ne sais pas où tu vas. Et tu t'adaptes avec ta partenaire. Beaucoup de choses à prendre en compte. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que c'est compliqué. On arrive à la fin de l'entretien. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose qui te viendrait en tête à évoquer? Non, enfin, de savoir que c'est une passion saine, très riche, très diversifiée. Et, et je suis toujours, quand je rencontre des gens qui démarrent le tango, c'est pas que je suis envieuse, mais je suis tellement contente qu'il y a une voie devant eux que donc que j'ai suivi, que je suis toujours en train de vivre parce qu'il n'y a pas de fin. Mais je suis toujours, je me dis, ah, c'est super, ils vont avoir une expérience, une voie de découverte, ça va être génial pour eux parce qu'on est tous passés par là. Et voilà, et je trouve ça super. Et ce qui est d'autant mieux, et c'est souvent ce que je disais aux élèves qui prenaient des cours ici, c'est qu'il n'y a pas de point de destination. C'est-à-dire que c'est un cheminement, un apprentissage, hein, comme tu apprendrais un instrument de musique, par exemple, qui est sans fin. C'est-à-dire que le but, c'est pas, ok, je vais apprendre à danser, ben ça y est, un jour, je sais danser, j'arrête. C'est le chemin, c'est la route qui est importante. À n'importe quel moment de ta route, que ce soit au début, au milieu, plus loin, confirmé, enfin, il y a toujours de la recherche, il y a toujours quelque chose de nouveau que tu peux vivre, même après 25 ans de tango. Voilà, donc c'est le chemin qui compte. Il n'y a pas un point de destination, il n'y a pas un point final. Point final, c'est la mort. C'est quand tu es morte. Ou c'est toi qui décides d'arrêter le tango, Ou d'arrêter, voilà. c'est toi qui l'impose. Voilà. Euh, Moi, j'ai envie d'évoquer une dernière chose avant qu'on se quitte, parce que je ne l'ai pas évoqué. C'est quoi la suite du coup de la Casa del Tango? Parce qu'on a dit que là, tu passais un peu Oui. une traversée, et du coup, c'est quoi la suite? Alors la suite, c'est l'évolution d'une autre activité que j'ai montée en parallèle, donc qui sont la Casa des enfants, qui sont des activités pour enfants hors tango. Est-ce que là, ce qui se passe à côté, Voilà, tout à fait. C'est parce un que cours de yoga j'espère qu'on pour n'entendra enfants. pas, j'espère qu'on n'entendra pas dans l'enregistrement. En tout cas, on a des casques, et là, dans le cas, j'ai pas entendu la musique, donc si on l'a, je Voilà, suis désolé, je ferai au voilà. mieux pendant le montage pour un peu la masquer. Mais du coup, c'est ça, c'est Voilà, le yoga voilà. pour Donc enfants. j'ai 11 ateliers hebdomadaires, j'ai de la danse, du yoga, du bonheur jazz, de la comédie musicale, du yoga, de la capoeira. Voilà, et donc j'ai appelé ça la Casa des enfants pour avoir quand même une symbolique et puis une cohérence au point de vue du nom. Mais voilà, c'est vrai que la Casa est aujourd'hui beaucoup plus axée sur les enfants que le tango, où j'ai par choix et j'ai qu'une seule salle, donc après il faut faire des choix d'activités, hein, je peux pas en faire plusieurs. Donc j'ai un peu diminué les activités tout tango. J'ai toujours le bal du mardi après-midi, ça bouge pas. c'est là depuis le début et ce sera jusqu'à la fin. Et voilà, mais sinon j'ai beaucoup plus d'activités pour enfants. Et puis la location de salle toujours que je fais tous les soirs et dans la journée. Donc c'est une nouvelle aventure pour toi. Oui, oui, c'est vraiment, ça a été, enfin ça fait la Casa des enfants, ça fait 4-5 ans. Mais effectivement, il y a une transition qui se fait. Ah, tout à fait, il y a une transition et puis une nouvelle énergie. Et puis c'est ça que je cherchais aussi, hein. C'est-à-dire que quand j'ai fait un bilan de compétences, c'était à savoir est-ce que j'arrête ou je me
renouvelle. Et c'est comme ça que j'ai assez vite eu l'idée de monter la Caserne des Enfants, parce que c'est un quartier très familial, je connais beaucoup, j'étais très impliquée dans mon quartier, j'étais parent d'élèves, enfin voilà. Je lui ai dit, j'ai une salle, il y a les enfants, il y a l'envie de faire une petite passerelle culture, enseignement, et voilà. Et ça se passe super bien, et je suis ravie d'avoir fait ça, parce que ça m'a reboosté, et ça m'a redonné aussi envie de continuer le lieu, de le faire vivre, et voilà, tout en gardant une nouvelle énergie, en fait, dont j'avais besoin. T'es une vraie entrepreneuse. Tu fais beaucoup de choses, c'est assez fou. Ouais. Et en tout cas, je pense que c'est super bien en fait ce que tu as pu apporter au tango, quoi. À Paris, tu as pu apporter vraiment un vrai lieu de tango. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, voilà, c'était très très innovant. Très très innovant. Et je suis très, encore une fois, la Casa a 20 ans aujourd'hui, et j'avoue que je suis super fière. En fait. Tu peux être fière. Je suis super fière, vraiment. Ouais. C'est une aventure magnifique qui m'a apporté, mais vraiment beaucoup de bonheur, et qui continue encore aujourd'hui, hein, même si c'est moindre, ça me procure beaucoup de plaisir. Ok. Et je te souhaite du coup plein de bonnes choses pour la suite. Merci à toi. Merci en tout cas pour cette belle initiative. Ouais, et c'était super intéressant et j'ai appris plein de choses et merci pour ce moment. J'ai trouvé ça passionnant. Merci à toi, Raphaël. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, l'épisode est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, et si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur les plateformes, et me suivre sur Instagram à lamilonga.podcast. A bientôt, et surtout, dansez bien.